Bonjour Claire. Et Célia, où est-elle? Elle est là, voilà. Bonjour Célia. Pour donc cette session, Jam Session Transparence des algorithmes, INRIA Alumni. Voilà. Alors, cette session est assez dense, donc je vais essayer moi de ne pas parler très longtemps. Donc voilà, je vais juste vous faire une petite transition par rapport notamment à la session de la fois précédente, et puis comme je le fais d'habitude, essayer de donner quelques éléments de contexte avant que les grandes spécialistes qui ont très gentiment accepté de venir parler aujourd'hui prennent la parole. Donc on aura Nosa Boujema, Vérinia de Confiance, ensuite il y aura Claire Mathieu qui nous parlera de mariage stable, admission à l'université et Parcoursup, et Célia Zolinsky sur la transparence des systèmes algorithmiques. Alors, en deux mots, les Jam Sessions INRIA Alumni, c'est un petit peu entre le séminaire de recherche et la conférence grand public, et ça sert notamment à favoriser des collaborations interdisciplinaires et des rencontres avec les entreprises et le public. Et je vous parlais de transition la dernière fois, donc c'était le 11 juin 2018, on parlait d'intelligence artificielle, d'intelligence humaine, et un des slides qu'on avait projeté, c'était cette idée que l'intelligence artificielle, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle alchimie, comme l'ont dit certaines personnes, comme l'ont commenté, et avec quels enjeux de société d'avoir des alchimistes comme ça qui programment des algorithmes qui ont des enjeux par rapport à nos vies. Peut-être certains d'entre vous ont entendu cette histoire c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres, hein, mais de chatbot qui est devenu nazi en 24 heures parce qu'il a été alimenté par des gens qui lui ont donné un certain nombre de convictions idéologiques. Et puis un autre slide qu'on avait projeté aussi, c'était cette citation de Judea Pearl qui disait finalement que globalement le deep learning c'était essentiellement du curve fitting et pas tellement mieux que ça, et qu'il y avait beaucoup mieux à faire en termes d'interprétation et d'explication de l'intelligence artificielle. Alors, pour essayer justement d'expliquer comment est-ce qu'on a constitué cette table ronde, enfin comment on l'a constituée, je ne sais pas, mais en tout cas comment moi je la comprends, c'est qu'il y a un enjeu quand même, d'une part entre des éléments d'algorithmique et d'autre part des enjeux peut-être démocratiques, entre autres. Et cette phrase donc de Laurence Lessig, Code is law, pour laquelle il est célèbre, insiste sur le fait que finalement, il y a le code tel qu'il est, le code civil, le code pénal, la loi théorique, et puis il y a la loi de fait, celle des circuits informatiques, qui régissent toutes nos vies quotidiennes avec les déclarations d'impôts, avec tout un tas de choses dont on ne comprend pas forcément très bien les tenants et aboutissants, surtout si le code source n'est pas disponible. Il se trouve que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a déjà, on prévoit dans l'article 15 de la transparence de l'administration, qui dit, oui, voilà, c'est ça, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Bon. Voilà, c'est ça. Et il se trouve que depuis 1978, on a une loi qui s'appelle la loi CADA, qui a été revue et corrigée à un certain nombre d'occasions, qui prévoit que l'administration doit effectivement communiquer par défaut les documents administratifs, avec certaines exceptions. Plus récemment, avec la loi sur le numérique, en 2017, vous avez un décret du 27 avril 2017 qui explique même de manière assez précise quelles sont les licences, à la fois pour la publication des données et pour la publication des algorithmes open source, logiciels libres. Voilà. Quelles sont les licences qui sont préconisées, voire obligatoires dans l'administration. Vous avez tout ce qui concerne l'open data qui a été développé en France très activement avec un portail par exemple qui s'appelle data.gouv.fr sur lequel vous allez retrouver des données publiques sur tout un tas de sujets. Et il y a évidemment des enjeux démocratiques pour la transparence des algorithmes, d'équité, de non-discrimination. Vous avez ici une lettre d'information d'octobre 2018 de l'Institut Mines-Télécom qui parle de ça en particulier. Je voulais juste vous parler un petit peu de discrimination pour introduire les discussions qui vont venir après. Donc en France, vous avez l'article 225-1 du Code pénal qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de la discrimination sur le sexe, l'origine, l'apparence physique, le handicap, l'orientation sexuelle, en tout une vingtaine de critères. Le harcèlement sexuel, le bizutage, etc. Puni par 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Quand par exemple on refuse la fourniture d'un bien ou d'un service ou qu'on entrave l'activité normale d'une activité économique sur la base de ces critères.
Il y a des exceptions, par exemple la discrimination limitée autorisée pour les assurances. On peut discriminer en expliquant que la personne est inapte à son travail. On peut discriminer pour empêcher l'accès à certains endroits de victimes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver en face de leurs agresseurs. Il y a aussi des mécanismes de discrimination positifs qui peuvent exister pour rétablir certaines inégalités. Et voilà, il y a une recherche très active sur toutes ces questions parce que moi l'impression que j'ai, c'est que à force, au fur et à mesure qu'on programme le monde, c'est un peu comme ça que je dis, on se pose des questions qu'on ne s'était peut-être jamais véritablement posées avant, ou en tout cas pas avec ce niveau d'acuité, et que tous les gens qui ont déjà programmé dans leur vie le savent, le jour où il faut écrire l'algorithme, on se retrouve devant une question qui est est-ce que c'est comme ci ou est-ce que c'est comme ça, comment on met le if, comment est-ce qu'on alimente véritablement l'intelligence entre guillemets de l'algorithme. Donc là je vous donne un exemple, un article qui est sorti le 2 novembre, voilà, avec le préprint disponible sur le raisonnement contrafactuel. Est-ce que, par exemple, dans une logique où il faut expliquer, avec le GDPR en particulier, pourquoi l'algorithme a fait ci ou ça, le fait de dire on vous a refusé votre prêt parce que votre revenu annuel c'était de 30 000 livres, si votre revenu annuel avait été de 45 000 livres, vous l'auriez eu. Voilà. Donc c'est une manière d'expliquer et une manière aussi de contester. La question c'est est-ce que c'est suffisant et dans quelle mesure ça plus d'autres choses vont nous permettre d'arriver à quelque chose de satisfaisant. J'en ai terminé pour ma part, c'était juste pour vous mettre un peu en appétit. Et je passe la parole à Noza,